C'était ce genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os et s'y installe. Fin novembre 2006. Au loin, les lumières de la promenade d'Atlantic City scintillaient faiblement, mais derrière le vieux Golden Key Motel, le monde était silencieux. Rien que des roseaux, de l'eau et le faible bourdonnement du trafic sur la Black Horse Pike. Cet après-midi-là, deux femmes de la région qui coupaient par le chemin d'accès envahi par la végétation n'étaient pas censées être là. Elles prenaient un raccourci, discutant à voix basse, quand l'une d'elles remarqua quelque chose de pâle, enchevêtré dans les mauvaises herbes au bord du fossé. Au premier abord, on aurait dit un morceau de vêtement déchiré, peut-être une couverture abandonnée. Mais le vent tourna, et ce qu'elle prenait pour du tissu capta juste assez de lumière pour révéler de la peau. L'une des femmes se figea. L'autre s'approcha et la vit. Une main, enflée et blafarde, flottant juste à la surface de l'eau. L'appel au 911 fut passé à 15h02. Le ton du standardiste changea à la seconde où les mots corps possible furent prononcés. En quelques minutes, les unités de police d'Egg Harbor Township s'engageaient sur l'étroit chemin de terre derrière le motel, leurs pneus s'enfonçant dans le sol meuble. L'endroit était une langue de marécage oubliée, coincée entre l'arrière du Golden Key et les pins au-delà, un lieu parfait pour quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Lorsque le premier inspecteur arriva, le soleil de l'après-midi était assez bas pour projeter de longues ombres sur le fossé. La femme dans l'eau gisait face contre terre, ses cheveux déployés comme un voile, entièrement vêtue, mais pieds nus. Un officier demanda par radio la venue du médecin légiste. Puis, l'un d'eux fit quelques pas le long du fossé et s'arrêta. Il y avait une autre forme, puis une autre. À 15h30, on en comptait 4. La scène plongea dans une sorte de quiétude étrange. Personne ne parla pendant plusieurs minutes. Le fossé s'étendait sur une quinzaine de mètres, bordé de quenouilles et d'eau boueuse, juste assez profond pour dissimuler ce qui se trouvait en dessous. 4 femmes, toutes face contre terre, toutes pieds nus, toutes orientées vers l'est, en direction d'Atlantic City. L'uniformité était trop délibérée pour être ignorée. Les inspecteurs marquèrent les emplacements avec des drapeaux jaunes, se déplaçant avec précaution le long de la berge pour ne pas troubler l'eau. Un officier murmura qu'on aurait dit qu'elles avaient été arrangées. Alors que la lumière déclinait, d'autres unités arrivèrent. La police scientifique, les enquêteurs du comté, l'équipe du médecin légiste. Un projecteur fut installé, sa lueur crue se réfléchissant sur le mur arrière du motel. Depuis le parking, des clients curieux observaient, chuchotant derrière des rideaux à demi tirés. Certains vivaient là depuis des mois. D'autres n'étaient que de passage. Une odeur d'essence, d'eau marécageuse et de décomposition emplissait l'air. Le sergent-inspecteur Peter Martin, du bureau du procureur du comté d'Atlantic, dira plus tard que c'était l'une des scènes les plus obsédantes qu'il ait jamais vues. Les corps étaient là depuis des durées différentes. L'un semblait relativement récent, les autres plus décomposés. Cela signifiait qu'elles n'étaient pas mortes ensemble. Quelqu'un était revenu au même endroit encore et encore, utilisant le même fossé comme s'il lui appartenait. La tête de chaque femme était tournée dans la même direction, vers l'est. Leurs chaussures manquaient. Aucune ne semblait avoir été volée. Leurs vêtements étaient intacts. Pas de blessures de défense visibles, du moins pas encore. Quiconque avait fait cela n'avait pas laissé le chaos derrière lui, juste le silence. Tandis que les techniciens de la police scientifique se déplaçaient sur le site, chaque pas créait des ondulations dans l'eau peu profonde.
Ils photographièrent l'alignement, prirent des mesures, puis commencèrent le lent processus de récupération. Un par un, les corps furent sortis et placés sur des bâches, chacun identifié par sa position. Les enquêteurs utilisaient des planches pour ne pas s'enfoncer. Malgré cela, plusieurs perdirent pied dans la boue. Le fossé n'était pas profond, mais il était mou, comme s'il ne voulait pas les laisser partir. À la nuit tombée, les gyrophares rouges et bleus peignaient les murs du motel. Les journalistes s'étaient déjà rassemblés sur l'accotement de l'autoroute, essayant de voir à travers la ligne de voitures de police. Un employé du motel, portant encore son tablier de la réception, déclara à un officier qu'il avait remarqué une mauvaise odeur depuis des semaines, mais qu'il pensait qu'il s'agissait d'un animal mort. Personne n'était allé derrière la propriété depuis des mois. Cette parcelle de terrain n'était pas entretenue, trop humide, trop oubliée. Les victimes furent transportées à la morgue du comté juste après 20 heures. La première autopsie ne commencerait que le lendemain matin, mais les inspecteurs restèrent sur les lieux toute la nuit. Le fossé fut drainé centimètre par centimètre à la recherche d'indices. Ils trouvèrent une seule chaussure de femme en aval, un mégot de cigarette coincé dans la boue, un lambeau de tissu, peut-être d'une manche de veste. Mais rien de tout cela n'expliquait l'ordre, l'alignement vers l'est, les pieds nus, le silence. Vers minuit, la nouvelle parvint au bureau du procureur du comté d'Atlantique qu'il ne s'agissait pas d'une découverte isolée. 4 femmes, toutes placées avec soin, suggéraient fortement un seul auteur, quelqu'un d'organisé, de délibéré. La théorie qui se formait en chuchotement parmi les enquêteurs était glaçante. Un tueur en série opérait en marge d'Atlantic City et personne ne l'avait remarqué. À l'extérieur du périmètre de sécurité, le vent de novembre portait les sons des sirènes et du bruit de l'autoroute. De loin, le Golden Key Motel semblait presque normal, ses enseignes au néon Vacancy clignotant toujours, ses clients allant et venant. Mais derrière, sous la lueur crue des projecteurs portables, des officiers pataugeaient jusqu'aux genoux dans une eau qui avait dissimulé un cauchemar. Avant l'aube, les journalistes commencèrent à appeler l'affaire les meurtres du marécage. D'autres lui donneraient bientôt un autre nom, l'étrangleur de l'Est, en raison de la façon dont les corps avaient été alignés, tournés vers l'océan. Aux premières heures du 21 novembre, les inspecteurs firent une première inspection prudente du parking du motel. La chambre 101 était occupée. Un homme à l'intérieur dit n'avoir rien vu. Il y séjournait par intermittence depuis des semaines. Lorsqu'on lui demanda s'il avait remarqué quelqu'un près du fossé, il secoua la tête. Le bruit du trafic et la lumière grésillante du motel rendaient difficile d'entendre quoi que ce soit, mais les officiers remarquèrent autre chose. Une ligne d'empreintes dans la boue près de la clôture arrière. Des pieds nus, partiels, trop déformés pour en faire un moulage. L'eau les avait déjà rendus inutilisables. Le lendemain matin, les journaux du New Jersey publiaient une seule ligne. 4 corps découverts derrière un motel d'Atlantic City. Enquête en cours. Pas de nom, pas de détails, juste un lieu et un chiffre. À l'intérieur de la morgue du comté, les légistes entamèrent le long processus d'identification. Dossier dentaire, avis de recherche, empreinte digitale lorsque c'était possible. Il faudrait des jours avant que les 4 ne soient nommés. Pour l'instant, elles étaient des inconnues, des femmes qui avaient été oubliées jusqu'à ce qu'on les retrouve face contre terre,
dans le marécage. Sur les lieux, les inspecteurs restèrent longtemps après le départ des médias. L'eau avait pris une teinte brune et terne à force d'avoir été remuée. Ils se tenaient au bord du fossé, regardant la ligne où les corps avaient reposé. La symétrie n'avait toujours aucun sens. Quelqu'un avait pris le temps de les aligner, de retirer leurs chaussures, de s'assurer qu'elles regardaient toutes vers l'est. Ce détail entrait les enquêteurs pendant des années. À la fin de la deuxième journée, le propriétaire du motel remit ses registres de clients. Les inspecteurs commencèrent le lent processus de vérification de chaque nom, chaque enregistrement, chaque chambre. Ils cherchaient des schémas, des clients réguliers, des véhicules correspondant à des témoignages, des employés de maintenance aux horaires inhabituels. Rien ne ressortait pour l'instant, mais tous les participants ressentaient le même frisson. Quiconque avait utilisé ce fossé aurait pu séjourner dans l'une de ces chambres, observant derrière un rideau, attendant que les sirènes s'estompent. Alors que le crépuscule tombait à nouveau, le motel brillait sous un faible néon. Le marécage était de nouveau silencieux. Seul le ruban jaune de la police flottait dans le vent. Mais l'image de ces 4 femmes gisant face contre terre, la tête tournée vers l'est en direction des lumières d'Atlantic City, était gravée dans l'esprit de chaque enquêteur. Aucun d'eux n'oublierait jamais cet alignement, ni le calme étrange de cet endroit. Ils ne connaissaient pas encore leur nom. Ils ne savaient pas ce qui les liait. Mais la découverte derrière le Golden Key Motel n'était que le début d'une histoire qui se dénouerait au fil des mois, puis des années, une histoire qui tracerait des lignes entre l'addiction, la survie et quelque chose de bien plus sombre, caché juste au-delà de la lueur de la ville. Le matin, les noms commencèrent à émerger. Cela commença par un appel de la morgue du comté au bureau des inspecteurs. L'une des femmes avait été identifiée grâce à une correspondance avec d'anciens dossiers d'arrestation. Elle s'appelait Barbara Bridor, 42 ans, autrefois étudiante, puis serveuse, et finalement un nom de plus sur la liste croissante des femmes d'Atlantic City qui disparaissaient pour ne jamais rentrer chez elles. En 48 heures, 3 autres identités suivraient: Molly Dilts, Tracy Ann Roberts et Kim Raffo. Chacune avait disparu séparément, à des semaines d'intervalle, de la même étroite bande de la ville où l'addiction et la survie se rencontraient sous les néons. À première vue, elles semblaient être 4 personnes très différentes, d'âges différents, d'histoires différentes, avec des familles différentes, attendant des appels qui ne sont jamais venus. Mais alors que les inspecteurs commençaient à reconstituer les chronologies, un schéma se dessina si clairement qu'il les glaça d'effroi. Chacune de ces femmes vivait en marge. Chacune luttait contre une addiction. Chacune s'était tournée vers les rues proches des casinos, où les touristes regardaient rarement à 2 fois les femmes qui attendaient sous les lampadaires. Et maintenant, chacune d'elles avait fini face contre terre dans le même fossé. Le premier dossier sur la table était celui de Molly Jean Deltz. Elle n'avait que 20 ans. Née et élevée à Blacklick, en Pennsylvanie, elle avait grandi comme une jeune fille calme, artistique et pleine d'espoir, quelqu'un qui croyait encore pouvoir changer de vie. Mais après une série de mauvais choix et un petit ami qui l'avait initiée à l'héroïne, elle s'était éloignée de plus en plus de chez elle, pour finalement atterrir à Atlantic City à la fin de l'été 2006. Pendant un temps, elle essaya de décrocher. Elle avait même appelé sa mère, promettant qu'elle avait trouvé un travail
et qu'elle séjournait dans un refuge pour femmes. Ce fut la dernière fois que quelqu'un entendit sa voix. La police déterminera plus tard qu'elle fut probablement la première des 4 à mourir. Au moment où son corps fut retrouvé, la décomposition avait effacé la plupart des détails, y compris la cause du décès. Pour les inspecteurs, elle était à la fois le début et le silence, la première femme à disparaître et celle qui laissait le moins de réponses. Vint ensuite Barbara Bridor. Son dossier était plus épais. Née en 1964, elle avait grandi dans un quartier aisé de Huntingdon Valley, en Pennsylvanie. Elle avait fréquenté une école catholique et même passé 2 ans à Penn State. Tous ceux qui la connaissaient la décrivaient comme l'intelligente, celle qui aurait dû faire de grandes choses. Mais quelque part en chemin, la vie s'était rétrécie. Une relation avec un homme nommé Steve Frizzell l'entraîna dans un cycle de pilules et d'héroïne auquel ni l'un ni l'autre ne purent échapper. Au début des années 2000, la famille de Barbara n'avait plus de nouvelles régulières d'elle. Sa fille, Dominique, partit vivre avec la sœur de Barbara en Floride. En 2006, Barbara vivait dans un duplex à Ventnor, faisant des tâches ménagères en échange du gîte et du couvert. Le 17 octobre, elle quitta cette maison et ne revint jamais. Ses sœurs, Fran et Val, tentèrent de signaler sa disparition, mais on leur dit qu'elle ne répondait pas aux critères. Une femme de 42 ans avec un casier pour prostitution et usage de drogue, la police supposa qu'elle réapparaîtrait. Elle ne le fit jamais. Quand on retrouva son corps derrière le Golden Key Motel 1 mois plus tard, elle portait encore la même veste que la dernière fois où on l'avait vue. L'analyse toxicologique montra plus tard une dose potentiellement mortelle d'héroïne dans son système, mais pas assez pour expliquer comment elle avait fini là. Pour ses sœurs, ce détail les rongerait toujours. Si c'était une overdose, pourquoi était-elle face contre terre, dans un fossé avec 3 autres? Pourquoi ses chaussures manquaient-elles? Puis, il y avait Tracy Ann Roberts, tout juste 23 ans. Elle avait grandi dans le Delaware et, comme tant d'autres, avait dérivé vers Atlantic City à la poursuite de l'argent facile et d'une promesse qui ne s'est jamais réalisée. Pendant un temps, elle travailla comme danseuse. Plus tard, elle commença à rencontrer des clients dans la rue. Début novembre 2006, Tracy appela sa mère depuis un lit d'hôpital après avoir été attaquée par un homme qui voulait être son proxénète. Elle dit qu'elle rentrait à la maison, qu'elle en avait fini avec la ville. Sa mère partit immédiatement, conduisant 90 minutes depuis le Delaware pour venir la chercher. Le temps qu'elle arrive, Tracy avait quitté l'hôpital de son propre chef. L'hôpital dit qu'elle était partie avec 2 hommes non identifiés. On ne la revit plus jamais. Lorsque sa mère reçut l'appel des semaines plus tard, lui apprenant que Tracy était l'une des femmes retrouvées derrière le motel, elle dit qu'elle avait su au fond d'elle que sa fille ne rentrerait pas à la maison. L'autopsie révéla qu'elle était morte par asphyxie, mais pas par pendaison ou strangulation. C'était le genre de suffocation qui suggérait quelque chose de délibéré. Quelqu'un qui appuyait, qui prenait son temps. Le dernier dossier appartenait à Kim Raffo, 35 ans, de Brooklyn. Elle avait autrefois mené une vie entièrement différente, avec un mari, des enfants, des réunions de parents d'élèves, des barbecues d'été. Elle avait été une mère qui faisait du bénévolat à l'école de ses enfants et décorait la maison pour chaque fête. Puis l'addiction s'était immiscée, lentement et silencieusement, jusqu'à tout consumer. Son mari prit les enfants et partit.
Kim suivit la piste de gens qui promettaient de l'aide et finit à Atlantic City, enchaînant les petits boulots dans les restaurants et les motels avant de se tourner vers le travail du sexe pour financer sa dépendance. Dans ses dernières heures connues, des témoins dirent qu'elle était avec un homme au casino Taj Mahal, puis qu'elle l'avait quitté vers l'aube pour se procurer de la drogue. Elle fut vue une dernière fois près de la promenade, marchant seule en direction du couloir des motels. Moins de 48 heures plus tard, elle fut retrouvée face contre terre dans le fossé, entièrement vêtue, mais pieds nus comme les autres. Son autopsie fut la plus claire. Elle avait été étranglée avec une corde ou un cordon. Lorsque les inspecteurs étalèrent les 4 chronologies sur leur tableau, quelque chose de presque chirurgical émergea. Molly avait disparu la première, début octobre. Barbara environ 10 jours plus tard. Tracy vers la première semaine de novembre. Kim à la mi-novembre. L'intervalle entre chaque disparition était presque identique. Il n'était plus possible de qualifier cela de hasard. Le responsable chassait selon un rythme une victime toutes les semaines et demie, retournant encore et encore à la même étendue tranquille de marécage derrière le motel. Ce schéma donna aux enquêteurs à la fois une direction et un sentiment de terreur grandissant. Si le tueur suivait un calendrier, il pourrait frapper à nouveau. Les inspecteurs commencèrent à croiser tous les contacts connus des 4 femmes, leurs dealers, leurs clients, les adresses des refuges, les relevés téléphoniques disponibles. Ce qu'ils trouvèrent fut une autre couche de connexion. Chaque femme avait, à un moment donné, fréquenté le même petit groupe de rues autour de Pacific Avenue et Tennessee Avenue, la même bande de motels bon marché, les mêmes coins où le travail du sexe et les transactions de drogue se confondaient. C'était une carte invisible du désespoir, et qui que soit le tueur, il semblait la connaître intimement. Les familles commencèrent à se manifester à mesure que les noms devenaient publics. La mère de Molly parla doucement du rire de sa fille, de son amour pour la peinture. La sœur de Barbara décrivit à quel point elle avait été intelligente, à quel point il était injuste que son addiction soit devenue sa seule étiquette. La mère de Tracy pouvait à peine parler aux journalistes. Elle dit simplement « Elle m'a appelé. J'étais en route. » Les proches de Kim refusèrent toute interview, submergés par le fait que la femme qu'ils avaient connue comme une mère aimante était maintenant réduite à un autre titre de journal sur la prostitution et la drogue. Lors des conférences de presse, les inspecteurs insistèrent sur le fait que ces femmes comptaient, que leur vie n'était pas des tragédies jetables. Mais le récit public prenait déjà forme. 4 travailleuses du sexe, toutes toxicomanes, retrouvées dans le même fossé. Pour beaucoup, cela sonnait comme quelque chose d'attendu, un danger qui accompagnait leur choix. Mais au sein du commissariat, le ton était différent. L'alignement des corps, l'orientation vers l'est, les pieds nus, tout suggérait quelque chose de rituel, de planifié. Ce n'étaient pas des meurtres impulsifs, c'étaient des placements. Chaque enquêteur qui avait parcouru ce fossé pouvait le sentir. Quelqu'un avait pris du temps avec ces femmes, non pas par compassion, mais par contrôle. Et le contrôle, dans l'esprit d'un tueur organisé, était tout. Dans les semaines qui suivirent, les inspecteurs commencèrent à chercher d'autres personnes disparues dans la région d'Atlantic City, vérifiant si l'une d'entre elles correspondait au même schéma, mais aucune ne le fit. 4 corps, un site, un message. La piste du tueur s'arrêtait net après Kim. C'était comme s'il s'était évanoui ou était simplement passé à autre chose. Alors que la communauté digérait le choc,
les familles des victimes tentaient de reprendre possession de leurs histoires, loin des gros titres. La famille de Molly l'enterra en Pennsylvanie sous une petite croix blanche ne portant que son nom. Les sœurs de Barbara organisèrent une cérémonie privée et parlèrent de sa gentillesse, de la façon dont elle avait un jour rêvé de posséder sa propre boutique. La mère de Tracy garda une photo de sa fille sur sa commode et refusa de l'enlever, même des années plus tard. Les proches survivants de Kim déménagèrent hors de l'État, incapables de vivre près des souvenirs de la promenade qui l'avait emportée. Chacune d'elles avait été perdue à cause de l'addiction, de la pauvreté, de la négligence et finalement de quelque chose de bien plus sombre qui se cachait à la vue de tous. C'étaient 4 femmes différentes, mais dans la mort, elles avaient été façonnées en un seul récit, victimes d'un prédateur qui comprenait l'invisibilité. Il avait trouvé des femmes que la société avait déjà cessé de chercher et avait utilisé ce silence pour couvrir ses traces. Les enquêteurs ne le savaient pas encore, mais lorsqu'ils placèrent ces noms les uns à côté des autres sur le tableau de l'affaire, ils regardaient un schéma trop précis pour être une coïncidence. 4 vies, espacées comme des marques sur un calendrier. 4 corps, placés comme des points sur une boussole. Et quelque part, l'homme qui avait fait ça marchait toujours parmi eux, caché derrière le bruit de la ville, attendant le prochain moment où personne ne regarderait. En 24 heures, l'enquête autour du Golden Key Motel commença à s'étendre. Le motel lui-même se trouvait au bord de la Black Horse Pike, une artère fatiguée qui avait autrefois nourri les joueurs et les touristes d'Atlantic City, mais qui ressemblait maintenant davantage à une voie oubliée. Le Golden Key n'était pas seulement un motel. C'était une étape pour les gens de passage, un refuge pour les désespérés, et parfois un piège. Le parking était fissuré. L'enseigne au néon grésillait à moitié allumée, et derrière elle s'étendait un labyrinthe de roseaux et de boue où les 4 corps avaient été trouvés. Les inspecteurs commencèrent par interroger les occupants de chaque chambre. Chaque porte racontait sa propre histoire. Des familles vivant au jour le jour, des toxicomanes en redescente, des couples qui préféraient ne pas laisser leur nom sur un registre. La chambre 101 appartenait à un homme nommé Terry Olson. Il avait 41 ans, travaillait dans la construction et y avait séjourné par intermittence pendant l'automne 2006. Lorsque les enquêteurs frappèrent à sa porte, il parut nerveux mais coopératif. Il dit qu'il avait déjà entendu parler des corps. Tout le monde en avait entendu parler. La nouvelle se propageait plus vite que le vent du marécage. Olson raconta quelque chose d'étrange aux inspecteurs. Il affirma que quelques semaines plus tôt, il avait trouvé une paire de bottes de travail boueuses sur le toit du motel. Il ne pouvait pas expliquer comment elles étaient arrivées là, mais il les avait trouvées déplacées, presque laissées là intentionnellement. Il en avait même parlé à un employé du motel avant la découverte des corps. Quand les inspecteurs lui demandèrent s'il avait vu autre chose, des voitures étranges, des gens près du fossé la nuit, il secoua la tête. Il dit que la plupart des soirs, il travaillait tard et rentrait épuisé. Il ne remarquait pas grand-chose. Pourtant, son calendrier était impossible à ignorer. Il vivait là pendant la période exacte où les meurtres avaient eu lieu, et bien qu'il n'ait aucun casier judiciaire pour violence, il était un nom commode, quelqu'un qui avait été proche de la scène,
qui en savait peut-être plus qu'il ne le disait. Les inspecteurs fouillèrent en sa chambre. Ils collectèrent des vêtements, des mégots de cigarettes, des cheveux errants. Ils ont pris sa camionnette sur le parking et l'ont envoyée pour analyse. Olson n'a pas résisté. Il a fourni son ADN, ses empreintes digitales et s'est même porté volontaire pour un test au polygraphe. « Je n'ai tué personne », leur a-t-il dit. Et, de l'avis de tous, il a réussi le test. Pourtant, dans une ville comme Atlantic City, les rumeurs se propageaient vite. On murmurait que Olson était trop empressé de coopérer, qu'il s'était peut-être manifesté uniquement pour s'immiscer dans l'enquête. Les habitués du motel disaient qu'il passait beaucoup de temps seul, à fumer dehors la nuit tombée, en regardant la route. D'autres le décrivaient comme quelqu'un de silencieux, peut-être trop silencieux. Le gérant du motel a expliqué à la police que la plupart des locataires étaient là pour de longues périodes. Ils connaissaient leurs noms respectifs, mais parlaient rarement de leur vie. Des prostituées louaient parfois des chambres à la semaine, parfois juste pour 1 heure. Le marais derrière la propriété était un no man's land. Des ordures, des canettes de bière, de vieux pneus, et maintenant, semblait-il, un cimetière. Les inspecteurs arpentaient le périmètre, leurs bottes s'enfonçant dans le sol humide. La zone était plus vaste qu'elle ne le paraissait depuis l'autoroute. Le fossé, où les femmes avaient été trouvées, n'en était qu'une petite partie. Sur la gauche s'étendaient plusieurs centaines de mètres de terrain bas et meubles qui se fondaient dans une forêt de pins. Le tueur avait choisi l'endroit parfait, isolé, protégé par la clôture arrière du motel et assez proche de la civilisation pour se déplacer sans être remarqué. Les équipes de la police scientifique ont passé des jours à prélever des échantillons dans le marais, mais l'eau avait fait son œuvre. La vase et l'eau stagnante avaient rongé les fibres, l'ADN et les microtraces. Les variations de température entre le jour et la nuit, la pluie et même l'activité des petits animaux, tout cela avait détruit ce qui aurait pu être des indices vitaux. Lorsque les premiers rapports de laboratoire sont arrivés, les résultats furent dévastateurs. Pas d'ADN exploitable, pas de traces de pneus, pas d'empreinte digitale. Le tueur n'avait rien laissé. C'était comme si le marais lui-même l'avait effacé. À l'intérieur du motel, les inspecteurs poursuivaient leurs interrogatoires. Ils ont parlé à un réceptionniste de nuit qui se souvenait avoir vu une berline de couleur sombre garée sur le parking arrière à peu près au moment où l'une des victimes avait disparu, mais il ne pouvait se rappeler ni la marque ni la plaque. Une femme de ménage a dit avoir entendu une dispute étouffée une nuit, sans pouvoir dire de quelle chambre elle provenait. Un autre client, un chauffeur de camion, a mentionné qu'il avait vu la police dans le secteur des semaines plus tôt, à la recherche d'une femme disparue. Cette femme s'est avérée être Barbara Brador. Chaque petit détail contribuait à créer une atmosphère, mais pas une piste. Tout le monde semblait savoir quelque chose d'insignifiant, mais rien d'assez important pour faire avancer l'enquête. C'était le genre d'endroit où les gens apprenaient à se mêler de leurs affaires, à détourner le regard quand les choses ne semblaient pas normales. Les enquêteurs ont vite compris que le Golden Key n'était pas qu'une simple toile de fond. C'était le fil conducteur. Chaque victime avait passé du temps dans ce corridor de motel, de restaurants bon marché et de rues secondaires. Molly avait été vue près de là des semaines avant sa mort. Barbara avait été vue pour la dernière fois en quittant un duplex à quelques kilomètres de là. Tracy s'était elle-même fait sortir de l'hôpital d'Atlantic City et avait disparu quelque part le long de cette même route.
Kim avait été vu pour la dernière fois près de la promenade, mais son corps avait fini juste derrière le Golden Key. Le lieu racontait sa propre histoire. Le tueur n'emmenait pas ses victimes très loin. Il ne prenait pas le risque de les transporter. Il tuait près de l'endroit où il les trouvait, puis les portait ou les traînait sur quelques centaines de mètres dans le marais. Ce mode opératoire suggérait une grande confiance, peut-être même une familiarité avec les angles morts du motel. Les caméras, les changements d'équipe, les moments où le trafic sur la voie de desserte était le plus faible. Les inspecteurs ont émis l'hypothèse que le tueur aurait pu séjourner lui-même au motel, peut-être en tant que locataire ou sous un faux nom. Ils ont épluché des semaines de registres d'arrivée. Certaines inscriptions étaient illisibles, d'autres fausses. Le système de gestion du motel était sur papier et plusieurs pages manquaient. Pendant les mois qui ont suivi, l'affaire a consumé les forces de l'ordre local. Le nom de Terry Olson apparaissait dans chaque conférence de presse, non pas comme suspect, mais comme personne d'intérêt. Il n'a jamais quitté la ville, n'a jamais essayé de se cacher. Il a continué à travailler, insistant sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. Mais les chuchotements le suivaient. Ses amis ont cessé de lui rendre visite. Les employeurs hésitaient à l'appeler. Selon ses propres mots, il dira plus tard que la suspicion a ruiné sa vie. Des mois plus tard, les experts scientifiques sont retournés au fossé, espérant que la sécheresse de l'hiver révélerait quelque chose de nouveau. Ils ont drainé une plus grande section du marais, découvrant de petits fragments de débris. Un bracelet cassé, un morceau de fermeture éclair, un vieux porte-clés de motel ne correspondant à aucune chambre actuelle. Mais encore une fois, rien de concluant. Le tueur avait bien choisi son terrain. La presse baptisa l'affaire « Les meurtres de Black Horse Pike ». D'autres l'appelèrent « l'affaire de la direction de l'Est », en référence au fait que les corps avaient tous été retrouvés tournés dans la même direction, vers l'Est, vers les casinos et l'océan au-delà. Pour certains, ce détail avait une dimension rituelle. Pour les inspecteurs, il suggérait le contrôle, peut-être même de la fierté. Celui qui avait fait ça n'avait pas seulement tué, il avait mis en scène ses victimes. Dans des entretiens des années plus tard, les enquêteurs ont admis que le Golden Key Motel les avait hantés. Cet endroit était plus qu'une scène de crime. C'était un symbole de la marge oubliée de la ville, où les gens venaient disparaître bien avant que quiconque ne les mette en terre. Chaque chambre avait des histoires qui n'avaient jamais été écrites, et quelque part parmi elles, un tueur s'était fondu dans le décor. Alors que l'enquête s'élargissait et que les preuves s'amenuisaient, la suspicion dérivait comme le brouillard qui montait du marais chaque nuit. Certains croyaient Olsen coupable. D'autres pensaient que le vrai tueur avait utilisé le motel comme terrain de chasse, observant depuis l'obscurité, se glissant à nouveau dans les roseaux à l'approche des phares. Mais un fait restait clair. Le Golden Key était devenu un carrefour entre la vie et la mort. 4 femmes avaient disparu dans son ombre, et ceux qui avaient marché parmi elles étaient toujours là, quelque part. Les inspecteurs qui ont travaillé sur l'affaire ne se sont jamais défaits du sentiment que peut-être, juste peut-être, le tueur se tenait là cette nuit-là, au milieu des gyrophares, les regardant sortir ses victimes de l'eau. Et s'il l'avait fait, il aurait su quelque chose que les autres ignoraient. Le fossé n'était pas son lieu de sépulture, c'était sa signature. Au fil des semaines qui suivirent, les enquêteurs commencèrent à reconstituer la chronologie. Un fil fragile reliant 4 vies qui s'étaient terminées de la même manière. La séquence qui émergea était trop nette pour être une coïncidence. 4 femmes, 5 semaines,
chaque disparition espacée d'environ 10 à 14 jours. La première, Molly Dilts, avait disparu début octobre. Elle était la plus jeune, seulement 20 ans, et nouvelle en ville. Les inspecteurs estimaient qu'elle était morte depuis le plus longtemps. Son corps était le plus décomposé, rendant la détermination de la cause du décès impossible. La deuxième, Barbara Brador, s'était volatilisée vers la mi-octobre. Puis vint Tracy Ann Roberts début novembre et enfin Kim Raffo, disparue quelques jours seulement avant la découverte. Ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un avait chassé selon un calendrier. Dans la salle d'opération, les inspecteurs épinglèrent les photographies de chaque femme sur un tableau de liège. Des fils rouges reliaient les lieux, les dates et les témoignages. Ventnor Avenue, la promenade, le Golden Key Motel. Chaque ligne traversait le même petit périmètre d'Atlantic City, une zone de motels délabrés et de ruelles où les lumières de la ville s'estompaient dans les marais sombres. Pour le public, cela ressemblait à une coïncidence. Pour les enquêteurs, c'était le schéma d'un individu confiant, quelqu'un qui connaissait les rues assez bien pour se déplacer de manière invisible et qui était devenu plus audacieux à chaque meurtre. Les rapports des médecins légistes arrivèrent les uns après les autres. Les conclusions étaient sinistres mais révélatrices. La cause de la mort de Kim Raffo était claire. Strangulation. Une corde ou un cordon, des marques de ligature autour du cou. Tracy Roberts, également asphyxiée, bien que la méthode exacte soit incertaine. Barbara Brador, cause indéterminée, mais sa toxicologie montrait une quantité létale d'héroïne dans son système. Molly, trop décomposée pour savoir avec certitude, bien que des traces d'alcool subsistaient. Ce qui ressortait, ce n'était pas seulement la façon dont elles étaient mortes, mais ce qu'il y avait en elles. Les rapports de laboratoire montraient de l'alcool chez l'une, de la cocaïne chez deux autres, de l'héroïne chez la dernière. Cela semblait chaotique au premier abord, jusqu'à ce que quelqu'un suggère une idée glaçante. Peut-être que ce n'était pas du tout le chaos. Peut-être que le tueur utilisait les addictions des femmes contre elles. L'idée devenait plus sombre à chaque résultat de test. Si le tueur leur avait offert de la drogue, les attirant avec ce dont elles avaient le plus besoin, alors il n'aurait pas eu à se battre. Il aurait pu gagner leur confiance facilement, une dose à la fois. Puis, une fois qu'elles étaient trop défoncées pour résister, il aurait pu les tuer tranquillement, face à face. L'uniformité de la scène rongeait le groupe de travail. 4 femmes, toutes entièrement vêtues, toutes pieds nus, toutes tournées vers l'est. Ce détail devint une obsession. Pourquoi pieds nus? Pourquoi vers l'est? Les psychologues appelés du laboratoire criminel de l'État pensaient que le placement était délibéré. Ils ont dit que celui qui avait fait ça était organisé, méthodique et ritualiste. Les pieds nus pouvaient représenter l'humiliation, la vulnérabilité ou pire, un fétiche. Ce n'était plus seulement un meurtre, c'était un comportement. Un analyste comportemental du FBI fut consulté. Il étudia les photos du fossé, la position des corps, les niveaux d'eau. Sa conclusion fut brutale. C'était l'œuvre de quelqu'un qui n'hésitait pas à revisiter son travail, quelqu'un de certain de ne pas se faire prendre. Pour les enquêteurs, cela expliquait la précision de l'espacement. 10 jours, 4 victimes, aucun signe de panique ou d'escalade. Ils l'avaient déjà fait, ou du moins l'avaient planifié ainsi. Ils commencèrent à chercher des cas similaires. D'autres femmes retrouvées le long des autoroutes, dans l'eau, près de motels. C'est alors qu'un parallèle effrayant fit surface.
De l'autre côté de la frontière, à Long Island, New York, la police faisait face à quelque chose d'étrangement similaire. Des femmes liées au travail du sexe, tuées et abandonnées dans des marais près de Gilgo Beach. La chronologie n'était pas très éloignée. Les méthodes, strangulation, mise en scène, lieu de dépôt isolé, semblaient faire écho. Pendant des semaines, les deux enquêtes se sont déroulées en parallèle. Les inspecteurs ont comparé les dossiers, les photos de scènes de crime et les profils des victimes. Les similitudes étaient indéniables. Les deux tueurs ciblaient des femmes vulnérables. Tous deux préféraient les zones isolées avec de l'eau. Tous deux disposaient leurs victimes avec soin. Lorsque New York a finalement identifié son principal suspect des années plus tard, Rex Heuermann, les inspecteurs du comté d'Atlantic ont réexaminé leurs preuves dans l'espoir d'une correspondance. Ils n'en ont trouvé aucune. ADN différent, géographie différente, hommes différents. Pourtant, les parallèles les hantaient. Un inspecteur, s'exprimant anonymement des années plus tard, a déclaré que l'affaire de l'étrangleur de l'Est semblait trop disciplinée pour être un événement unique. Le tueur avait de la patience. Il ne tuait pas par rafale. Il tuait en séquence, faisant une pause juste assez longue pour laisser le monde passer à autre chose avant de frapper à nouveau. Alors que les enquêteurs reconstruisaient la fenêtre de 5 semaines, le portrait d'un homme se déplaçant dans la ville sans être vu se dessinait. Il savait où trouver des femmes désespérées cherchant un abri. Il savait quand les patrouilles étaient légères. Il connaissait le marais derrière le motel, son obscurité, sa couverture, son silence. La théorie était qu'il rencontrait ses victimes le long de Pacific ou d'Atlantic Avenue, leur offrait de l'argent ou de la drogue, et les ramenait vers les rues plus calmes qui menaient à la propriété du motel. Une fois là, il utilisait probablement un véhicule pour les déplacer dans le marais. Le fossé, avec ses hauts roseaux et son eau jusqu'aux chevilles, dissimulait tout. La confiance du tueur grandissait à chaque meurtre. Le corps de Molly avait été laissé au hasard, plus exposé, celui de Barbara placé plus profondément dans le fossé. Au moment des meurtres de Kim et Tracy, le placement était presque symétrique. Le tueur avait affiné sa méthode. Mais il y avait un indice que personne ne pouvait ignorer. L'alignement vers l'est. Les 4 femmes, allongées face contre terre, la tête pointée vers l'Atlantique. Cela aurait pu être une coïncidence ou quelque chose de symbolique. Un profileur a suggéré que la direction pouvait représenter la purification, une sorte de rituel pervers. Un autre croyait que c'était purement pratique. Le tueur aurait pu traîner les corps d'ouest en utilisant la pente du fossé. Aucune des deux théories ne les rapprochait de la vérité. Alors que les semaines se transformaient en mois, les preuves matérielles se refroidissaient. La pluie et le ruissellement ont détruit toutes les traces qui auraient pu subsister. Le marais est devenu un vide où des réponses auraient pu se trouver. Même le motel, toujours ouvert, portait son propre silence. Les clients allaient et venaient, ignorant que sous la boue, le sol avait autrefois abrité 4 femmes que personne n'avait pu sauver. En l'absence de preuves, les enquêteurs se sont tournés vers l'intérieur. Ils ont dressé des portraits psychologiques. Hommes d'âge mûr, familiers d'Atlantic City, probablement employés dans un métier manuel, peut-être quelqu'un qui séjournait ou travaillait près du motel. Il serait apparu ordinaire, invisible, capable de charme quand il le fallait, prédateur quand l'occasion se présentait. La théorie avait du sens, mais elle ne menait nulle part. Chaque homme interrogé semblait correspondre au profil, et aucun ne pouvait être lié au fossé.
Pendant des semaines après la découverte, l'enquête a tourné autour d'un seul nom. Un homme qui vivait à quelques pas de l'endroit où les corps avaient été trouvés, Terry Olson. Sa chambre au Golden Key Motel donnait sur le marais, lui offrant une vue directe sur le fossé même qui était devenu une tombe pour 4 femmes. Pour les inspecteurs, une telle proximité était impossible à ignorer, et pour le public, c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Une fois son nom divulgué, les gros titres se sont écrits d'eux-mêmes. Le suspect du motel. Un homme lié au meurtre d'Atlantic City. Le tueur vivait-il parmi eux? En quelques jours, la photo d'Olson était partout. Il n'était pas menotté. Il n'avait pas été inculpé. Mais pour le monde extérieur, il était déjà coupable. Les journalistes ont fouillé chaque recoin de sa vie. De vieux casiers judiciaires pour des délits mineurs, ses ex-petites amies, les emplois qu'il avait occupés, ceux qu'il avait perdus. Chaque nouvel article brossait un portrait plus sombre de lui. Les équipes de télévision se garaient devant le motel, le filmant alors qu'il se dirigeait vers sa camionnette ou tentait de fumer une cigarette en paix. Ils ont capturé l'expression de son visage, fatigué, vide, sur la défensive, et l'ont rediffusé aux nouvelles du soir. Ce qu'il disait n'avait aucune importance. À Atlantic City, il était devenu le visage de la peur. En coulisses, les inspecteurs étaient tout aussi concentrés. Olson avait vécu dans la chambre 101 pendant la période estimée des meurtres. Il a admis avoir entendu des bruits étranges certaines nuits, des voix près de la clôture arrière, des mouvements dans les broussailles, mais a affirmé ne jamais y avoir prêté beaucoup d'attention. Lorsque les enquêteurs l'ont pressé de donner des détails, ses réponses sont restées vagues. Cela seul les a rendus méfiants. Il leur a parlé des bottes qu'il avait trouvées sur le toit, boueuses, usées, placées étrangement près de la conduite de ventilation. Il a dit qu'il en avait parlé à quelqu'un des semaines avant la découverte des corps, mais personne ne se souvenait du signalement. Il a affirmé que les bottes ne lui appartenaient pas et qu'il ne savait pas comment elles étaient arrivées là. Pour les inspecteurs, c'était à la fois étrange et commode. Lors de la perquisition de sa chambre, ils n'ont rien trouvé d'incriminant. Juste des vêtements, des reçus, des outils de son travail dans la construction. Sa camionnette a été saisie, examinée et testée. Rien. Il a donné volontairement des échantillons d'ADN. Il s'est porté volontaire pour un polygraphe. Il l'a réussi. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Même lorsque les enquêteurs ont annoncé publiquement qu'il n'était plus un suspect, personne ne s'en souciait. L'histoire était passée à autre chose. La presse n'a jamais titré qu'il avait été innocenté. Pour la plupart des gens, il avait simplement disparu de la scène, une note de bas de page dans une affaire qui avait cessé d'avoir un sens. Pendant des années, l'affaire est restée en sommeil, froide, mais jamais vraiment oubliée. Puis, près de 17 ans plus tard, les gros titres sont revenus. Juillet 2023, New York. Un homme du nom de Rex Heuermann, un architecte de Long Island, a été arrêté en lien avec les meurtres de Gilgo Beach. Les similitudes avec l'affaire d'Atlantic City étaient impossibles à ignorer. Les victimes étaient des femmes liées au travail du sexe. Leurs corps avaient été retrouvés dans des marais près de l'eau, disposés méthodiquement. Les médias ont immédiatement fait le rapprochement. En quelques jours, les talk-shows et les chaînes d'information reliaient les deux affaires, les 4 de Gilgo et les 4 d'Atlantic City. Les mots « lien possible »
sont apparus dans les titres à travers le pays. Pendant un bref instant, les inspecteurs du comté d'Atlantique se sont retrouvés sous les feux des projecteurs. L'étrangleur de l'Est et le tueur de Gilgo Beach pouvaient-ils être le même homme? Les enquêteurs ont rouvert les vieux dossiers, dépoussiéré les registres de preuves et commencé à comparer les chronologies. Les meurtres du New Jersey avaient eu lieu en 2006. La première victime connue de Gilgo Beach a disparu à peu près à la même époque. Les deux scènes de crime étaient à quelques heures de route l'une de l'autre, deux zones côtières reliées par de grandes autoroutes. Les deux tueurs ciblaient des femmes vulnérables, de passage et souvent oubliées. La mise en scène des corps, l'alignement, le soin apporté semblaient étrangement familiers. Pendant des semaines, la spéculation a grandi. Les familles des victimes d'Atlantic City ont espéré que peut-être, après toutes ces années, il y aurait enfin un nom. Mais les enquêteurs, une fois de plus, n'ont trouvé aucune correspondance tangible. L'étrangleur de l'Est restait un fantôme. Les inspecteurs qui ont travaillé sur l'affaire ne se sont jamais défaits de cette chronologie, ce rythme obsédant. 4 victimes, 5 semaines. C'était le schéma de quelqu'un qui maîtrisait non seulement ses victimes, mais aussi le temps lui-même. C'est lui qui avait décidé quand cela commençait et quand cela s'arrêtait. Et même des années plus tard, il regardait encore ce calendrier et se demandait si cette dernière pause, ces quelques jours avant la découverte, signifiait que le tueur s'était arrêté par choix, ou si quelqu'un quelque part n'avait simplement jamais trouvé la cinquième. Mais lorsque la déclaration officielle tomba, elle anéantit le peu d'espoir qui leur restait. Le 1er août 2023, les autorités du comté d'Atlantic annoncèrent les résultats de leur enquête. Il n'y avait aucun lien, aucun ADN correspondant, aucun itinéraire de voyage partagé, aucune preuve reliant Rex Heuermann au New Jersey. Les affaires, dirent-elles, étaient des coïncidences. Similaires par nature, mais distinctes. L'étrangleur de l'Est demeurait non identifié. La nouvelle fit à peine une vague. En dehors des familles et de quelques inspecteurs à la retraite, peu de gens y prêtèrent attention. Le Golden Key Motel avait fermé ses portes depuis longtemps, son enseigne démontée et le bâtiment démoli. Le terrain où coulait autrefois le fossé était de nouveau envahi par la végétation et silencieux. Le marais avait englouti sa propre histoire. Pour les inspecteurs qui avaient travaillé sur l'affaire, ce fut une défaite silencieuse. Ils avaient passé des années à pourchasser des ombres, à interroger des hommes comme Olsen, à comparer des notes, à réexaminer des preuves qui n'existaient plus. Chaque fois, ils revenaient les mains vides. Le tueur était parti, mort peut-être, vivant ailleurs sous un autre nom, mais parti, quoi qu'il en soit. Et pourtant, quelque chose dans cette affaire les hantait encore. La précision, le rythme, le contrôle. La plupart des tueurs en série finissaient par laisser une trace, une erreur, un témoin, un indice. Mais celui qui avait fait cela n'avait rien laissé, juste 4 femmes, placées comme un message que personne ne pouvait déchiffrer. Lorsque les enquêteurs en parlaient des années plus tard, ils décrivaient le même sentiment. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas réussi à trouver le tueur, c'était qu'ils pouvaient encore le sentir là. Le motel, le fossé, l'alignement des corps. C'était comme si sa signature était encore fraîche sur le sol, attendant que quelqu'un remarque ce qu'ils avaient manqué. À la fin de l'année 2023, l'étrangleur de l'Est était devenu plus un fantôme qu'un homme, une ombre qui hantait les dossiers classés et les forums sur Internet. De temps en temps, quelqu'un relançait l'affaire, la liant à un nouveau suspect ou à une nouvelle scène de crime,
mais le schéma ne correspondait jamais parfaitement. Les preuves ne concordaient jamais. Pour les familles, il ne restait rien à quoi se raccrocher, si ce n'est le silence. Pour les enquêteurs, seulement l'écho de ce qu'ils avaient vu un jour derrière le Golden Key Motel, un fossé, 4 corps, et un tueur qui s'était volatilisé sans jamais partir. L'affaire avait commencé avec un homme que tout le monde suspectait. Elle se termina avec personne. Et dans cet espace, dans le vide entre la culpabilité et l'absence, l'étrangleur de l'Est devint pire qu'un nom. Il devint le rappel que le mal peut exister, disparaître, et pourtant se faire sentir bien après que les lumières se soient éteintes. Le Golden Key Motel a aujourd'hui disparu. Le bâtiment a été démoli il y a des années, le parking fissuré remplacé par des mauvaises herbes et du gravier, mais les habitants du coin évitent toujours cette parcelle de terrain la nuit tombée. Ils disent que le marais n'a plus jamais été le même. L'air y est lourd, du genre à s'immobiliser lorsque vous vous approchez trop près. Même si le fossé a été comblé depuis longtemps, les gens jurent qu'ils peuvent encore entendre l'eau bouger sous la terre. Chaque mois de novembre, aux alentours de l'anniversaire de la découverte, quelques voitures s'arrêtent sur le bord de la route, près de l'endroit où se trouvait autrefois l'enseigne. Les familles des 4 femmes, Molly, Barbara, Tracy et Kim, viennent en silence, portant des fleurs. Elles se garnent, marchent à travers l'herbe et s'arrêtent près de la lisière des arbres, là où le marais s'ouvrait sur le fossé. Il n'y a pas de mémorial ici, pas de plaque officielle, juste un espace vide qui contient leur absence. Certaines années, le vent est si fort que les fleurs ne tiennent pas debout. Les familles les enfoncent quand même dans le sol. Elles reviennent chaque année parce que c'est tout ce qui leur reste. Un morceau de terre où leurs filles ont été trouvées ensemble pour la dernière fois. Les inspecteurs qui ont travaillé sur l'affaire en parlent encore par bribes. Certains sont à la retraite, d'autres ont été mutés, mais le souvenir les suit. Ils décrivent comment le motel se dressait autrefois comme une ombre le long de l'autoroute, ses lumières vacillantes, les gens qui allaient et venaient, les mêmes quelques visages de passage. Quand ils y repensent maintenant, ce qui les hante le plus n'est pas la violence, c'est la prise de conscience que le tueur vivait très certainement parmi eux, quelqu'un qui souriait aux employés, faisait le plein d'essence, saluait ses voisins, quelqu'un qui a vu ses femmes en difficulté et a décidé qu'elles ne méritaient pas de vivre. Lors d'interviews des années plus tard, un enquêteur a dit quelque chose qui est resté gravé dans l'esprit des familles. Il n'est pas venu de loin. Celui qui a fait ça connaissait déjà le marais. Cette phrase a marqué parce qu'elle avait du sens. Le fossé était caché de la route, mais facile d'accès si l'on savait où chercher. C'était un endroit connu seulement des locaux, des ouvriers d'entretien, du personnel du motel, des routiers ou de quiconque avait passé du temps sur la Black Horse Pike après minuit. Les dossiers de l'affaire existent toujours, emballés dans des boîtes et stockés dans les archives du comté d'Atlantic. Ils sont marqués de dates et d'étiquettes de preuves qui se sont estompées avec le temps. À l'intérieur se trouvent les photographies, des tirages granuleux de la scène de crime, des notes des premiers interrogatoires, des rapports d'autopsie et une poignée de petits objets scellés dans du plastique. Parmi eux, des échantillons d'ADN dégradés, trop faibles pour être entièrement testés lors de leur collecte, mais conservés au cas où la technologie rattraperait son retard. Ces dernières années, les progrès de la généalogie génétique ont permis de résoudre des affaires autrefois jugées impossibles.
Les enquêteurs l'ont vu se produire ailleurs. Un fragment d'ADN, un simple cheveu, menant à un nom que personne n'attendait. Cette possibilité leur donne encore de l'espoir, même après près de 2 décennies. Tous les quelques mois, quelqu'un au bureau du procureur réexamine les preuves, effectuant un nouveau test ou vérifiant une nouvelle base de données. Chaque fois, ils se disent que ce sera peut-être celle qui fera basculer l'affaire. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé, mais ils conservent les échantillons soigneusement congelés, attendant le jour où la science pourra enfin parler pour les victimes. Pour les familles, l'espoir est plus discret. Elles ont appris à ne pas attendre de réponse, seulement à maintenir l'histoire en vie. La sœur de Barbara a dit un jour qu'elle ne se souciait plus du châtiment. Elle voulait juste un nom, un visage à mettre sur la peur qui habitait son esprit depuis des années. La fille de Kim, aujourd'hui adulte, a confié à un journaliste qu'elle rêvait d'un appel de la police lui disant ces mots « Nous l'avons trouvé ». La mère de Molly se rend sur sa tombe en Pennsylvanie et y dépose des coquillages au lieu de fleurs. Elle dit qu'il lui rappelle que les derniers jours de sa fille se sont déroulés près de l'océan. La ville a changé depuis 2006. Les casinos sont plus hauts maintenant, les rues près de la promenade plus propres. Mais juste en dehors des limites de la ville, le marais a toujours le même aspect. La nuit, le brouillard monte de la baie, recouvrant la vieille autoroute d'une brume blanche. Les camionneurs qui s'arrêtent sur le bas-côté disent qu'ils se sentent parfois observés. D'autres refusent de s'arrêter près de l'ancien site du motel. Pour eux, ce n'est pas de la superstition, c'est la mémoire. Tous ceux qui vivaient ici à l'époque se souviennent où ils étaient le jour où ils ont appris la nouvelle des corps. C'est une de ces histoires qui ne sont jamais vraiment parties. Les enquêteurs ont toujours dit que la partie la plus troublante de l'affaire est à quel point tout était ordinaire. 4 femmes ont disparu dans la même petite ville à quelques semaines d'intervalle et personne n'a rien vu. Personne n'a appelé. Personne n'a rapporté avoir entendu des cris ou vu une voiture. Même lorsque les familles ont tenté de signaler leur disparition, on leur a dit d'attendre, de laisser le temps passer, de comprendre que les toxicomanes et les travailleuses du sexe dérivaient souvent. Ce retard a peut-être donné au tueur tout le temps dont il avait besoin. L'affaire est devenue plus qu'une enquête. Elle est devenue un miroir, reflétant tout ce que les gens préféraient ignorer. La dépendance, la pauvreté, la façon dont la société détourne le regard des personnes vulnérables jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chaque femme avait un jour fait partie d'une famille, avait été aimée, pleine d'espoir, mais au moment où elles sont arrivées à Atlantic City, la plupart étaient passées à travers tous les filets de sécurité censés les protéger. Et c'est là qu'il les a trouvées, seules, invisibles, sans défense. Il y a des théories, bien sûr. Certains pensent que le tueur était un ouvrier du bâtiment travaillant à proximité, un homme qui pouvait aller et venir sans éveiller les soupçons. D'autres pensent qu'il aurait pu être un client qui a gagné la confiance des femmes avant de se retourner contre elles. Quelques-uns croient qu'il est mort il y a des années, emportant son secret avec lui. La vérité, c'est que personne ne sait. La seule certitude est qu'il comprenait les angles morts de la ville mieux que quiconque. Il savait quelles femmes ne seraient pas regrettées tout de suite, quels fossés resteraient intacts, quels endroits la police vérifiait rarement. De temps en temps, de nouveaux inspecteurs se penchent sur le dossier, espérant voir quelque chose que leurs prédécesseurs n'ont pas vu. Ils étudient les cartes, les photos, l'alignement des corps.
L'un d'eux a dit que lorsqu'il a vu les vieilles photos de la scène de crime pour la première fois, le détail qui l'a le plus frappé n'était pas le nombre de victimes ou leur disposition. C'était à quel point elles étaient proches de la sécurité. Le motel était juste là. La route, la circulation, les lumières de la ville à l'horizon, tout était à portée de vue. Et pourtant, personne ne les a entendus. Personne n'a rien vu. Cette question plane encore comme le brouillard sur le marais. Comment 4 femmes ont-elles pu mourir de la même manière, au même endroit, à la vue d'un motel, sans un seul témoin? Pour les familles, les anniversaires passent. Les journalistes appellent parfois pour avoir des nouvelles, mais il n'y a que rarement quelque chose de nouveau à dire. Les mêmes théories refont surface, les mêmes rumeurs, les mêmes vieilles photographies. Mais chaque année, quand le vent souffle froid et que l'herbe se couche sur le marais, quelqu'un passe en voiture et ralentit. Il ne s'arrête peut-être pas, mais il regarde. Il se souvient. La police croit toujours que la réponse se trouve quelque part dans ces quelques kilomètres carrés du comté d'Atlantic, enfoui non pas dans le marais, mais dans la mémoire de quelqu'un qui était là, quelqu'un qui a vu quelque chose, quelqu'un qui sait, jusqu'à ce que cette personne se manifeste, ou que la science révèle enfin ce que le temps a caché. L'étrangleur de l'Est restera ce qu'il a toujours été. Une ombre à la lisière de la ville, un fantôme qui n'a jamais quitté l'eau. Et pour Atlantic City, peu importe l'éclat des lumières de la promenade, l'histoire de ce qui a été trouvé derrière le Golden Key Motel pèse encore plus lourd que toutes les autres. C'est le rappel que sous le bruit et le néon, le silence a encore une voix, et que dans ce silence, le marais murmure toujours la même question qui hante tout le monde depuis ce jour de novembre. Qui a fait ça et comment personne ne l'a-t-il vu?